Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire le dossier de Virginie Dornier et de Jean-Pierre Coq, lanceur d'alerte niveau 3 reconnu par la loi Sapin 2 de 2016, intitulé Le devoir de tout dire et le droit de savoir. Ce dossier de 2500 pages est composé d'une forme de préambule qui fait 20 pages et que je vais vous lire dans un instant. Les autres dossiers seront disponibles en lien de la description de la vidéo de la lecture audio. Je cite: Le devoir de tout dire et le droit de savoir. Entre parenthèses, d'après les propos de M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques de 2017 à 2023. Lettre au président de la République. Par Jean-Pierre Coq et Virginie Dornier-Coq, lanceurs d'alerte palier 3, conformément à la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, avec levée de l'anonymat et directive de l'Union européenne 2019/1937, du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, chapitre 4, divulgation publique. Les pages suivantes sont le résultat de nombreux mois de recherche objective regroupés en 13 dossiers d'alerte que nous remettons systématiquement en gendarmerie avant d'être adressés à des personnalités publiques, puis en partage libre et gratuit pour tous via des liens Dropbox. Cette méthode permet de façon aléatoire, non traçable, discrète mais efficace, de diffuser nos alertes sous forme de documents téléchargeables et archivables au-delà de nos frontières. Libre alors à chacun d'imprimer nos recherches et de les relayer à leur tour selon leur méthode et à qui bon lui semble. Ces dossiers comptabilisent 2493 pages, hors annexes et éditos sur les réseaux sociaux depuis 2020, et la difficulté que nous avons dû transcender est de rendre accessible ici l'essentiel de nos travaux. D'aucuns diraient qu'il s'agit véritablement d'un problème, sinon scientifique, du moins philosophique, la quadrature du cercle en d'autres termes. Ainsi, pour nous faciliter la tâche et gagner en compréhension, avons-nous opté pour l'exercice de style dont la figure emblématique est notre illustre Émile Zola, qui est la lettre ouverte J'accuse, lettre publiée en première page du journal L'Aurore le 13 janvier 1898 et qui comptabilise 8 colonnes. Loin d'en égaler la plume, nous espérons rendre hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes qui forment les peuples de France et qui ont toujours fait preuve de dignité, d'équité, d'unicité et de solidarité face à l'oppression sous toutes ses formes et de tout temps. En annexe de notre lettre au président de la République, vous trouverez les liens Dropbox de l'ensemble de nos travaux d'alerte. Lettre à Monsieur Vincent Auriol, premier président de la 4ème République et premier président du consortium de République française, dont la maison mère est la République française présidence, immatriculée au registre des sociétés depuis le 16 janvier 1947 sous le sirène 100 000 017. Monsieur le Président, nous sommes les descendants des peuples souverains de France qui vous ont vu accéder aux fonctions de premier président de l'éphémère 4ème République française le 16 janvier 1947. Bien que votre septennat ne soit guère enseigné par les fonctionnaires de l'éducation nationale, c'est de votre héritage politique, voire philosophique, à défaut d'être religieux, dont il sera question ici. Tout comme le fait que vous fussiez membre du droit du Conseil constitutionnel français jusqu'à votre décès. Nous sommes désormais en l'an de grâce 2023, et si vous écrire alors que vous êtes passé de vie à trépas en 1966 est une méthode peu orthodoxe, nul ne doute que par l'intercession d'Émile Zola vous ayez vent de notre démarche. Nous allons donc mettre carte sur table à défaut de la faire tourner et avant de la renverser. Bien entendu, Monsieur le Président, nous veillons à respect dans le respect de la loi qui régit tout être humain souverain, puisque les textes cadres et séculaires de la République ont largement été remaniés depuis 1789. Comme par exemple la loi dite 1901 relative aux associations et la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Réécriture faite particulièrement depuis la mandature de votre héritier politique Emmanuel Macron, alors même que nous étions fort accaparés par les mesures sanitaires. Gageons que la Constitution de la Ve République, que vous avez vu naître, prenne le même chemin. Nous nous adressons donc à vous, Monsieur le Président Auriol, afin de vous faire part de notre grande interrogation quant aux découvertes que nous avons faites lors de nos recherches. Il va de soi que nous nous adressons à vous, même à titre posthume, que dans le cadre de vos fonctions. En aucun cas il s'agit d'une lettre de représentant des peuples souverains français à l'un d'entre eux. Bien que les diverses déclarations universelles des droits de l'homme stipulent que nous naissions tous égaux, cela ne signifie pas pour autant que ces hommes et femmes souverains aient quelque parenté cachée. Nous ne sommes ni cousins, ni frères et sœurs si vous préférez. Et par avance, veuillez nous excuser si d'aventure notre ton peut sembler abrupt, voyez-vous, nous ne prendrons pas de gants de telle sorte que vos héritiers ou apparentés puissent rendre leur tablier. Le 16 janvier 1947, début de l'infamie contemporaine, vous êtes élu premier président de la 4ème République,
Quelle ne fut pas notre stupeur de découvrir que simultanément notre nation France était immatriculée au registre des sociétés. Ainsi donc, votre entrée en mandature correspond-elle à une privatisation d'une nation entière? La France de l'époque devenant ni plus ni moins un consortium dont la maison mère est la République française présidence. Il est important de replacer cette privatisation dans le contexte historique. Nous sommes au sortir de la Seconde Guerre mondiale, du moins en théorie. La France compte encore des colonies, ce qui explique pourquoi l'emploi des peuples souverains de France et la guerre d'Indochine sévit déjà, entre autres. D'ailleurs, la France est toujours présente de par le monde dès qu'il y a des conflits. La République française est toujours en guerre, seuls les champs de bataille changent. Pour les élections présidentielles qui vous ont mené à l'Élysée, vous avez bénéficié d'une manne supplémentaire puisque le suffrage universel a été étendu aux femmes en 1944 par ordonnance du 21 avril 1944 prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle. L'âge de la majorité des Français en 1947 est de 21 ans pour tous, ce qui fait que les plus jeunes parmi les électeurs sont nés en 1926. Ce sont donc des hommes et des femmes qui ont tous vécu la Seconde Guerre mondiale et, pour les plus jeunes parmi les citoyens, entre 39 et 45, ils étaient adolescents. Autant dire, Monsieur le Président, qu'il ne reste guère de vos contemporains en vie jusqu'à aujourd'hui. Surtout depuis le 16 mars 2020, lorsqu'Emmanuel Macron, votre dernier héritier à la tête du consortium République France, a déclaré la guerre sanitaire au peuple souverain de France. La nation mise en consortium sans concertation populaire. Cette mise en société de notre pays n'a fait l'objet d'aucune concertation citoyenne, d'aucun référendum et est cachée de tous depuis lors. Et il ne fait aucun doute que les Français de l'époque n'aient jamais été informés, ni même consultés. Le fait que la 4ème République ne soit enseignée qu'en terminale mais que rien n'indique la privatisation ressemble à s'y méprendre à de la dissimulation. En changeant le statut de notre pays, Monsieur le Président, non seulement cela change tout au niveau des décisions prises par les représentants politiques et leur gouvernement, y compris l'adhésion à l'Union européenne et le retour dans l'OTAN, non seulement cela change la réalité du statut des fonctionnaires, tout corps d'État, qui travaillent désormais pour un consortium et non la nation, mais pire encore, vous avez imposé aux Français nés après votre entrée en mandature un statut comptable, si l'on peut résumer ainsi. Un peuple souverain devenu bien immobilier et l'homme une marchandise pas comme les autres, dixit Nicolas Sarkozy en 2006. Pour le consortium République française dont vous portez la parentalité, nous, le peuple souverain, ne sommes à vos yeux et de vos successeurs que des biens mobiliers, passant sur les grilles comptables de la colonne actif à la colonne passif. En d'autres termes, chaque enfant né depuis le 16 janvier 1947 est pour vous un objet, voire du bétail, corvéable à merci, pour le bénéfice seul et unique de quelques individus qui rarement sont mis en lumière, préférant de loin jouer le rôle de souffleur ou restant bien sagement dans les loges le temps que la pièce macabre et dramatique se déroule, à moins qu'ils ne soient sur scène jouant un tour de rôle les frères ennemis et laissant croire au peuple souverain que celui-ci a une quelconque influence sur le scénario et le script écrit de longue date, adapté selon l'époque par quelques initiés qui planchent sur le sujet depuis fort longtemps maintenant. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impérieux pour nous, les descendants de vos contemporains, de remettre l'église au milieu du village avant que vos gardiens du temple ne déciment notre pays. La 4ème République, coup d'État et haute trahison. Monsieur le Président, admettez que pour nous, le peuple souverain, la pilule soit dure à avaler, voire à se faire injecter. Passer de sujet de la couronne à objet de la République en si peu d'années au regard de l'humanité. Nous pouvons donc, dans ce cas précis, Monsieur le Président, parler de coup d'État administratif, auquel cas cela revient ni plus ni moins à de la haute trahison, dont vous êtes le porte-étendard, à défaut d'en être à l'initiative. Fort de ce constat, le peuple souverain est en droit de réclamer justice. La 5ème République, héritière directe d'une félonie, est-elle légitime? Monsieur le Président, il va de soi que nous sommes amenés à faire des choix pour éclairer notre lanterne quant à ce qu'il est advenu de la France depuis votre prise de pouvoir et privatisation de celle-ci. Certes, vous fûtes acteur dans la mise en place de la 5ème République officialisée le 4 octobre 1958, et vos fonctions au Conseil constitutionnel indiquent que jusqu'à la fin de votre vie, vous œuvriez pour ce régime politique, mais vous n'avez pas connu mai 68, qui marqua profondément le peuple souverain, et le général Charles de Gaulle, qui servit bien malgré lui de caution pour valider notre régime politique actuel, encouragé par son vieil ami Georges Pompidou. Remarquez, il y a des précédents, des conseilleurs qui ne sont pas des payeurs. L'histoire en compte parmi beaucoup et pas des moindres. Mazarin, Judas, Attali, McKinsey, etc. Il est facile pour les femmes et hommes politiques actuels de se référer à ce grand personnage qui demeure encore aujourd'hui pour les enfants de France, le général, et non pas le premier président de la République française, alors même qu'il a été trahi par l'ancien banquier Rothschild qui put prendre officiellement les reines, R-E-2-N-E-S, R-E-I-N-E-S, R-E accent circonflexe N-E-S, de la nation. Vous n'avez pas connu non plus
Le délitement de nos richesses, l'appauvrissement d'un peuple entier, la mise en esclavage institutionnalisée de tous les honnêtes travailleurs, qu'ils soient du secteur primaire laminé par la concurrence internationale et les restrictions chantage subventions de l'UE. Idem pour le secteur secondaire qui voit leur usine délocalisée au gré des boursicotages et le tertiaire remplacé devenu non indispensable. Pas plus que vous n'avez eu à subir toutes les attaques de tout type visant le peuple de France et les successions de violences physiques, psychologiques, économiques, culturelles et la fameuse guerre sanitaire. En réalité, c'est cette mise en situation de guerre sanitaire qui nous a menés jusqu'à vous, Monsieur le Président. Il s'agit pour nous d'en finir avec ce conflit déloyal où l'ennemi est invisible, garantissant le pourrissement d'un conflit qui pourrait devenir la nouvelle guerre de 100 ans. La question sur la validité de la Ve République ne se posant pas dès lors qu'elle est héritière directe d'un coup d'État. Nous, le peuple souverain, pouvons dès lors engager les contre-mesures contre notre réel ennemi. Désormais, nous savons. Comprenez, Monsieur le Président, qu'il n'est pas aisé de placer dans notre lettre ouverte l'ensemble des éléments factuels et indispensables pour que vous preniez la mesure de nos propos. Et si, comme Émile Zola, nous utilisons la même ponctuation, c'est bel et bien parce qu'il s'agit ni plus ni moins de pointer du doigt les hermétiques. Qu'ils soient frères 3 points francs-maçons, Saint-Simoniens ou d'autres appellations que nous avons largement détaillées dans notre travail d'alerte. Rien de plus simple, Monsieur le Président, il vous suffit pour cela de demander aux immortels à qui nous avons adressé nos 12 premiers dossiers. Une 5e République non légitime, une 4e République traître à la nation et son peuple souverain, quelles étaient les alternatives? Monsieur le Président, aucun système n'est infaillible, surtout s'il repose sur le mensonge, le secret et la félonie. Et des contre-mesures permettant au peuple français de reprendre sa souveraineté, il en existe. L'une des tâches qui incombait à vos successeurs au-delà d'un calendrier bien plus étendu et international fut sinon de les annuler, du moins de les dissimuler ou de les rendre inexploitables. Quelques exemples. Dépôt de plainte par contumace à votre rencontre et comparse, mise en nullité absolue de la Ve République, la haute trahison, oui, mais selon quel texte? Dépôt de plainte par contumace à votre rencontre et comparse. Nous aurions pu engager des poursuites individuelles et collectives à votre endroit, ainsi qu'à l'ensemble de votre gouvernement pour haute trahison. Il était peu probable que vous puissiez vous rendre aux audiences, auquel cas c'était à vos héritiers politiques de la Ve République toujours vivants qu'incombaient les conséquences de votre trahison. Seulement, le procès par contumace a été appliqué, en France, jusqu'à la loi Perben II du 9 mars 2004, qui a institué à sa place la procédure de défaut criminel. Pour mémoire, en 2004, Dominique Perben était garde des Sceaux et ministre de la Justice des gouvernements Raffarin sous la présidence de Jacques Chirac. Mise en nullité absolue de la Ve République. Dans la mesure où aucun Français n'a été consulté lorsque vous avez mis la nation France en consortium en 1947, il est légitime de rompre les contrats abusifs qui nous lient à ce groupe de sociétés dont la maison mère est la République française présidence. Non seulement les Français nés avant 1947 ont été abusés puisque totalement ignorants de cette mise en société, mais en plus toute personne née après le 17 janvier 1947 devenait de facto un bien immobilier de ce même consortium. Pas esclave, non. Des objets, des choses animées qui pourtant aujourd'hui en 2023 sont capables de descendre pacifiquement dans les rues pour défendre leurs droits et ceux des générations à venir. Et ce, malgré la répression brutale de quelques encagoulés qui ont prêté allégeance à une organisation non légitime. Vous nous avez relégués à de simples objets, dont vous usez et abusez et vous jouez depuis des décennies. Dénoncer son contrat par la mise en utilité absolue est l'un des moyens de reprendre notre liberté, d'asseoir notre souveraineté légitime et naturelle. La haute trahison, oui, mais selon quel texte? Quel sujet que celui de la haute trahison, Monsieur le Président? Maintes fois modifié depuis que la France est sous régime politique de la République. Autrement dit, depuis que la France de l'ombre ou des loges franc-maçonnes a imposé à nos ancêtres le modèle sociétal de la République antique romaine dont nous avions pu nous affranchir. À savoir que ce modèle politique romain est le plus esclavagiste qui soit puisque seuls leurs citoyens sont libres, le reste de la population étant esclave, et pas seulement ceux auxquels on pense. Enseignants, militaires, médecins, soit 90% de la population de l'Empire romain antique. Et qu'en est-il pour nous en 2023? C'est la même chose, mais en pire. Encore un sujet que les académiciens ont le droit et le devoir de clarifier, la réalité de la Révolution française. Revenons à vos moutons, Monsieur le Président, la haute trahison vous concernant. Vieille comme notre monde est présente dans les diverses constitutions, tant et si bien qu'en 2007, cette fois-ci sur les présidences de vos héritiers Chirac et Sarkozy, le terme haute trahison n'apparaît plus de façon explicite. Nous vous épargnons ici le décryptage chiffré et ou symbolique lié aux dates et des textes. Il nous faudrait alors vous expliciter les chiffrements en base 7, notamment. Lisez donc nos travaux de recherche. Monsieur Bernard Stiens, qui est le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques depuis le remplacement de monsieur Jean-Robert Pitt en janvier 2023, se fera un plaisir de vous expliquer. Lui qui, comme vous, Monsieur le Président, a occupé des fonctions non négligeables, lui au Conseil d'État. Si nous partons du principe que nous, le peuple unique souverain,
et gardien de notre nation puissions engager un procès par contumace à votre encontre pour haute trahison. Vous et vos comparses avez tout de même privatisé notre pays, faisant de nous Français et Françaises, comment dire, des marchandises pas comme les autres, dixit Nicolas Sarkozy, l'un de vos héritiers. La phrase exacte étant, je cite, « Et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec l'homme qui n'est pas une marchandise comme les autres », prononcée en 2006 et qui concerne l'humanité entière. Nous sommes bien loin des déclarations universelles qui stipulent le contraire. Qu'en pense d'ailleurs votre être suprême auquel se réfèrent les révolutionnaires de 1791 ? Sur quelle base le peuple français peut-il s'appuyer pour engager ses poursuites ? Il s'agit toujours de la haute trahison vous concernant, Monsieur le Président. Si l'on considère que notre 5e République actuelle est nulle et de façon absolue, alors notre Constitution de 58 l'est tout autant. L'article 66 et les diverses modifications apportées par les politiques pour en amoindrir les sanctions qui pourraient tomber sur vos héritiers politiques et successeurs à la tête du consortium République France sont de vaines tentatives d'esquive. Il nous faut donc pour pencher sur la haute trahison de la 4e République puisqu'elle est antérieure à votre coup d'État institutionnel et administratif, haute trahison dans la Constitution de la 4e République du 27 octobre 1946. Dans le titre 5 du président de la République de cette Constitution, l'article 42 est le suivant. Article 42, je cite, « Le président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison. Il peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessous. » Article repris depuis la dite Constitution. Puisque l'article 57 est mentionné, nous avons jugé utile, Monsieur le Président, de vous le remémorer, et celui-ci se trouve dans le titre 7 de la responsabilité pénale des ministres. Les ministres peuvent être mis en accusation, article 57, par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de justice. L'Assemblée nationale statue au scrutin secret et à la majorité absolue des membres la composant, à l'exception de ceux qui seraient appelés à participer à la poursuite, à l'instruction et au jugement. Évidemment, Monsieur le Président, si nous prenons le temps de vous écrire, alors même que vous jouissiez de votre repos éternel, c'est que l'heure est grave. Mettre carte sur table sur votre coup d'État du 16 janvier 1947, la non-légitimité de la Ve République et donc de l'ensemble des présidents depuis 1958 à nos jours, nullité absolue et perte de l'immunité, la caducité de la Constitution de la Ve République, la caducité de notre présence au sein de l'Union européenne puisque c'est un consortium enregistré au registre des sociétés qui signent en notre nom. Ce ne sont que des éléments mis en exergue parmi d'autres, ici, pour parvenir à mettre un terme définitif à l'infamie que nous subissons sans notre consentement depuis trop longtemps. Pourquoi exhumer ce passé pas si lointain ? Monsieur le Président, depuis 3 ans maintenant ferme, votre ultime successeur en poste depuis 2017 a déclaré la guerre au peuple de France. Le 16 mars 2020, le jour où le consortium République France a déclaré la guerre au peuple de France. Emmanuel Macron, président du consortium République française, votre héritier politique, M. Auriol, déclarait la guerre sanitaire à la nation France. À ce jour, l'armistice n'a toujours pas été signé. Nous sommes donc toujours en guerre, et bien que cela soit mis sous le tapis, en l'absence de traité de paix, votre successeur et ses équipes agissent toujours selon le statut martial à défaut d'être militaire. Monsieur le Président, nous attirons votre attention sur le fait que la France soit le seul pays de l'Union européenne en situation de guerre, ce qui est une anomalie, vous en conviendrez aisément. Notez, Monsieur le Président, que seuls 2 pays ont placé leur peuple en situation de guerre, la France et la Chine. Cette guerre a cela de particulier qu'elle est sanitaire. Et comme le stipule votre héritier à la tête du consortium République France, elle est invisible. Pire encore, les instances en position stratégique que sont le Conseil restreint, les médias et l'ensemble des acteurs à la solde des déclarants de guerre ont mis en place une stratégie perfide, de telle sorte que le danger, l'ennemi pouvait être chacun et chacune d'entre nous. La propagande quotidienne nous transformant potentiellement en cheval de Troie dans nos foyers, sur nos lieux de travail. Dans le cadre d'une pandémie baptisée Covid-19 touchant l'ensemble des continents, comment se fait-il qu'un seul pays de l'Union européenne soit mis en statut de guerre ? Logiquement, tous auraient dû être conjointement placés sous ce statut, ou aucun. Et comment se fait-il qu'au niveau mondial, seuls 2 États soient en guerre sanitaire ? Les régimes les plus totalitaires auraient en toute logique pu se saisir de cette opportunité internationale qu'est le virus SARS-CoV-2 pour durcir plus encore leur régime totalitaire. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président ? Les coulisses et les loges du SARS-CoV-2, guerre sanitaire ou religieuse ? Bien que la forme soit différente, la guerre sanitaire est dans le fond ce qui se rapproche le plus des guerres religieuses que connut la France au Moyen-Âge, puisqu'il s'agit de mettre en porte-à-faux des personnes du peuple, le tout au nom d'un ennemi invisible désigné. Évidemment, le lien avec la religion est à prendre au sens large, tout autant que soit étriquée la pensée univectorielle et le dogme porté parce que les grands de ce monde veulent à tout prix nous imposer leur nouvel ordre mondial. Monsieur le Président, ces grands n'auraient-ils pas plagié ou dépoussiéré le nouvel ordre du monde de la Genèse, Ancien Testament, dont on trouve quelques similitudes ?
Auquel cas, ces femmes et ces hommes qui prêchent pour ce nouvel ordre mondial, ces grands de lait, comme on pourrait les appeler, seraient en d'autres temps des hérétiques. Quoi qu'il en soit, cette guerre, qu'elle soit définie en France comme sanitaire et dogmatique, donc religieuse, et elle fait beaucoup de victimes, et continue d'en faire. Qui dit sanitaire dit santé. C'est justement notre situation de guerre sanitaire qui nous a fait venir jusqu'à vous, Monsieur le Président. Ce sont nos recherches pour comprendre les raisons qui ont mené notre pays au bord du précipice en 2023 qui motivent notre lettre ouverte. Pardonnez notre indélicatesse, nous ne nous sommes pas présentés, Monsieur le Président. Nous sommes d'anciens salariés des industries du médicament. Nous avons notamment exercé sur le terrain en tant que professionnels de l'information médicale auprès des seuls prescripteurs et des pharmaciens d'officine et ou d'établissements qui en assurent la délivrance. Nous vous rappelons que les professionnels habilités à prescrire des médicaments avec ordonnance sont les médecins, généralistes ou spécialistes en cabinet de ville ou à l'hôpital, les chirurgiens dentistes, les vétérinaires, médecine vétérinaire, les sages-femmes dans les limites d'une liste restrictive de médicaments. Il existe divers métiers de terrain dans le secteur de l'industrie du médicament. Nous étions délégués médicaux ou chargés de l'information et de la promotion du médicament, métier très encadré nécessitant un diplôme spécifique depuis 1993 réglementé par le Code de la santé publique, carte professionnelle, évaluation annuelle, charte de bonne pratique. L'information médicale est un métier réglementé. Permettez-nous de mettre ici en rappel fondamental que nous avons extrait du site de l'Association des entreprises du médicament, le LEM, L2EM, la référence pour tout professionnel du secteur. À noter que les activités d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments sont réglementées par le Code de la santé publique, confère l'article L5122-1 et par la charte signée entre le CEPS et le LEM. Pour rappel, les chargés de l'information et de la promotion du médicament et les directeurs régionaux faisant des visites même de manière occasionnelle doivent être évalués annuellement sur leurs connaissances réglementaires et scientifiques et sur le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles, confère le paragraphe 2.b de la Charte de l'information promotionnelle. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, nous faisions partie des professionnels habilités à faire de l'information médicale et de la promotion du médicament. Or, force est de constater que depuis l'entrée de la France en guerre sanitaire, cette réglementation très stricte a été bafouée. Pourtant, nos collègues, toujours en exercice à ce jour, doivent exercer leur métier dans le respect de la réglementation. Alors même que depuis 2021, en dépit du Code de la santé publique, les enseignants de l'éducation nationale exercent en dehors de la loi notre profession. Exercice illégal d'un métier réglementé entre accord tacite et mutisme. Comment se fait-il que le ministère de la Santé ait donné son accord tacite auprès du ministère de l'Éducation nationale? Comment se fait-il qu'aucun ministre de la Santé ayant prévenu ou suivi Olivier Véran ne soit pas intervenu, y compris Roselyne Bachelot qui pourtant fut elle aussi déléguée médicale avant d'entrer en politique? Comment se fait-il que le LEM et encore plus son organe interne de déontovigilance, le CODEM, comité bicaméral créé après le scandale du Mediator, ne soit pas intervenu? Ce mutisme du CODEM a-t-il un lien avec le fait que la commission d'éthique et de déontologie, section industrielle, se composait de M. Alain Briard, directeur éthique et intégrité des affaires France Sanofi, M. Christophe Durand, président de Celgene France, administrateur du LEM, laboratoire biotechnologique racheté par le laboratoire Bristol Myers Squibb, fin novembre 2019, BMS Celgene se présentant désormais comme une entreprise biopharmaceutique, Madame Anna-Isabelle Martinez, directrice compliance de Pfizer France, et intégrer l'un des deux comités du CODEM, la fameuse commission d'éthique et de déontologie industrielle, le 9 septembre 2021, et que ce jour, le 9 septembre 2021, corresponde à l'entrée en vigueur du règlement Union européenne 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage militaires ou SBDU. Nous vous rappelons, Monsieur le Président, que le 15 septembre 2021 correspond à la date butoir de l'obligation vaccinale d'une catégorie ciblée de la population active française avec une prolongation jusqu'au 15 octobre 2021. Cette population sous contrainte vaccinale par la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire dite obligation vaccinale est de près ou de loin apparentée aux professionnels de la protection civile, soignants, médicaux, paramédicaux, pompiers, militaires, dont les gendarmes, ainsi que les professionnels terrain des laboratoires pharmaceutiques et matériels médicaux. Rien de tel pour fragiliser la défense et la protection d'une nation entière, puisque nous vous le rappelons, nous sommes en guerre. C'est parce que nous avons mis à jour le transfert illégal de nos compétences auprès de fonctionnaires tentés de rendre publique cette alerte dès septembre 2021 et que nous avons exercé nos droits d'alerte externe et interne conformément à la législation que nous sommes reconnus lanceurs d'alerte. Retour sur la guerre débutée en 2020. Ainsi donc, Monsieur le Président,
Le peuple de France subit-il de plein fouet une nouvelle guerre sur son territoire? Le fait qu'elle soit sanitaire est donc spécifié a toute son importance et nous permettra assurément de vaincre notre agresseur. Nous allons, dans la mesure du possible, vous en indiquer les éléments les plus marquants. Pour le reste, une fois de plus, Monsieur le Président, nous vous renvoyons d'une part auprès des immortels de l'Académie des sciences morales et politiques, auxquels nous avons fait parvenir nos 12 premiers travaux d'alerte en mai 2022. D'autre part, nous vous renvoyons également auprès des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, puisque nous leur avons fait parvenir, via notre député local, M. Jimmy Pahin, et notre sénateur, M. Joël Labbé, ce que nous appelons le dossier 13 ou sommation à faire fin septembre 2022. Ce dernier est le seul sur l'ensemble de nos travaux d'alerte qui traite de la guerre sanitaire. Basé sur le rapport au provisoire de l'OPEX du 9 juin 2022 sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français, document de 69 pages hors annexe, nos travaux d'alerte quant à eux se déclinant en 2 tomes pour un total de 440 pages, plus un tiré à part, l'Indicible France de 69 pages. Ces éléments placés sous statut légal de lancement d'alerte sont toujours remis auprès des gendarmes avant d'être partagés publiquement et gratuitement. La France a été cédée à l'OMS, à l'abri du peuple, fin 2019, avec extorsion de son consentement. Comme si le fait que vous ayez privatisé notre nation en la transformant en consortium en 1947 ne suffisait pas. Votre ultime successeur à la tête de votre maison mère, la République française présidence, a purement et simplement cédé notre pays à l'OMS fin 2019. Ratifié depuis 2020 à Genève, juste avant l'entrée en guerre sanitaire et dont le VRP était Jean-Yves Le Drian. Notez que l'idée de ce projet est antérieure à l'entrée en mandature de votre héritier Emmanuel Macron en 2017. Et comme de coutume, à l'abri du peuple, formule utilisée par le président de la République actuelle lors d'un discours donné en la Sorbonne le 26 septembre 2017, discours mis en intégralité dans nos liens et faisant l'objet d'un tiré à part, autrement dit dans notre dos, tout en nous extorquant notre consentement. Pour cela, vous utilisez des moyens perfides tels que les timbres Marianne qui affichent clairement les intentions de ce consortium, ce qui correspond dans vos pratiques à l'apposition d'une goutte de sang de la part de chaque personne infranchissant un courrier. La signature d'impact à la manière de Faust de Goethe, en quelque sorte. En l'occurrence, ici le timbre Marianne l'engagé du mandat 2017-2022 signifie-t-il en réalité la mise en gage de Marianne. La France est devenue une colonie de l'OMS, un dominion selon le modèle impérialiste britannique. Ce statut colonial spécifique permet à l'OMS de faire de l'ingérence jusque dans nos lois et notre constitution, si l'on considère et compare l'empire colonial britannique antérieur au XXe siècle avec la manière dont notre pays est géré. Cela inclut également le volet paramilitaire à rapprocher des agissements de certains effectifs non identifiables, proches des milices qu'on ne pensait pas revoir sur notre territoire. Monsieur le Président, si l'on part de ce constat, cela signifie que le 16 mars 2020, nous étions déjà sous gouvernance de l'Organisation mondiale de la santé, le président de la République devenant, en quelque sorte, le gouverneur de la désormais colonie France. Nous comprenons mieux, dès lors, pourquoi sur les logotypes des sites officiels des ministères est apposée la mention « gouvernement ». L'OMS étant une puissance internationale et étrangère, même si vous y avez des représentations, il y a ingérence étrangère et notre pays lui a été livré. Rapporté à une époque que vous avez connue, Monsieur le Président, cela correspond ni plus ni moins au mot commandant de tour, puisque nous sommes en guerre sanitaire. D'ailleurs, ni la paix ni l'armistice n'ont été prononcés et signés, pas même une trêve. Que dit le Code pénal? Chapitre 1er, de la trahison et de l'espionnage, article 411-1 à 411-11. Les faits sont suffisamment graves pour que nous indiquions ici l'ensemble des articles qui correspondent à la situation actuelle que nous subissons tous. Qu'en est-il de la loi militaire? Code pénal, partie législatif, article 111-1 à 727-3, livre 4 des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, article 410-1 à 450-5, titre 1er, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, article 410-1 à 414-9, chapitre 1er, de la trahison et de l'espionnage, article 411-1 à 411-11. Les faits définis par les articles 411-2 à 11 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par un Français ou un militaire au service de la France et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne. Section 1. De la livraison de tout ou partie du territoire national de forces armées ou de matériel à une puissance étrangère. Article 411-2, modifié par ordonnance numéro 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 du Journal officiel de la République française, 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002. Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national, est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23, relatifs à la période de sûreté, sont applicables aux crimes prévus par le présent article. Article 411-3. Modifié par ordonnance numéro 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3 du journal officiel de la République française, 22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002. Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Section 2. Des intelligences avec une puissance étrangère. Article 411-4. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France. Article 411-5. Le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère, ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Section 3. De la livraison d'informations à une puissance étrangère. Article 411-6. Le fait de livrer ou de rendre accessible à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende. Article 411-7. Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Article 411-8. Le fait d'exercer pour le compte d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant pour but l'obtention ou la livraison des dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Du sabotage. Section 4. Article 411-9. Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende. Lorsqu'il est commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est puni de 20 ans de détention criminelle et de 300 000 € d'amende. Section 5. De la fourniture de fausses informations. Article 411-10. Le fait de fournir en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou militaires de la France des informations fausses de nature à les induire en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Section 6. De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre. Article 411-11. Le fait par promesse, offre, pression, menace ou voie de fait de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Replacé dans le contexte de la guerre sanitaire et de notre cessation auprès de l'OMS, vous en conviendrez, Monsieur le Président, qu'indiquer ces articles est pertinent. Cela le sera d'autant plus dès lors que nous allons pointer les éléments phares contenus dans notre dossier dernier lanceur d'alerte que nous avons fait remettre par signification d'acte huissier et mentionné précédemment. Covid-19, de la déclaration de guerre à l'arsenal sanitaire. Monsieur le Président Auriol, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce qu'est en réalité cette guerre sanitaire et toute la difficulté de devoir en quelques lignes faire un choix parmi les éléments les plus marquants que nous avons pris soin de détailler en près de 600 pages. Si la situation que nous subissons en France est dramatique depuis des mois, voire des années ou plus, les informations que nous devons divulguer sont encore plus difficiles à recevoir. Le fait est que notre dossier sommation à faire visait à la requalification immédiate et rétroactive de la commission de l'OPEX sur les effets indésirables des vaccins contre la Covid-19 et le système de pharmacovigilance français, en blessures et crimes de guerre. Car c'est de cela dont il s'agit, puisque l'état de guerre sanitaire nous a été déclaré le 16 mars 2020, et cela correspond à une définition différente de l'état d'urgence ou de l'état de siège.
L'état d'urgence est une mesure d'exception qui prévoit un renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre. Il confère ainsi aux autorités et non militaires, contrairement à l'état de siège, des pouvoirs exceptionnels. L'état de siège correspond à un degré supérieur à l'état d'urgence. Il correspond à l'article 36 de la Constitution et instaure un transfert des autorités civiles aux autorités militaires. Cela signifie que l'armée assure la sécurité des citoyens en lieu et place des forces de police. L'état de guerre, quant à lui, correspond à une déclaration officielle d'un État à un autre. Le Parlement peut alors décider de déclarer l'état de guerre afin de notamment faire intervenir des forces armées à l'étranger, du, au plus tard les 3 jours, dans les 3 jours après le début de l'intervention fixée par la loi de 1936, maintes fois modifiée. Nous n'inventons rien. À propos de l'arsenal Covid-19, ce que vous découvrirez dans le dossier Sommation à faire, l'infamie ou haute trahison ne s'arrête pas là. Si en effet notre voie d'entrée pour nos lancements d'alerte fut notre ancien secteur professionnel, à savoir l'industrie pharmaceutique, nos recherches nous ont amenés à nous orienter vers le registre martial. Nous n'employons pas le terme militaire car nous faisons la distinction entre nos armées et gendarmes et les moyens matériels et effectifs de nos agresseurs. Nos effectifs de protection militaire et en santé étant pour la plupart vaccinés contre la Covid-19, nous avons élargi notre recherche sur les termes textes de l'UE, aussi bien ceux exclusivement dédiés à la Covid-19 que ceux qui sont spécifiques au secteur militaire. Ci-après, des éléments que nous avons mis à jour malgré un fonctionnement volontairement rendu complexe de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a signé sans le Parlement européen des règlements d'exécution spécifiques Covid-19. Parallèlement, les directives européennes spécifiques aux services et biens à double usage militaire n'ont cessé d'être modifiées, aboutissant à la réécriture du règlement européen SBDU en 2021. Par le système opaque de la comitologie et des refontes rectifications, au cours du quatrième trimestre 2021, tous les éléments dits Covid-19 ont intégré le registre militaire SBDU. En d'autres termes, tout ce qui entre dans l'arsenal militaire Covid-19 entre dans la catégorie militaire, des cellules souches vivantes au vaccin en passant par tous les autres éléments, médicaments contre la Covid-19, mais aussi les données sensibles, recueil d'informations via le pass sanitaire par exemple. La France étant le seul pays de l'UE en état de guerre sanitaire, c'est l'ensemble des décisions politiques et législatives de la République française qui s'inscrit dans le registre martial, mairie, préfecture, institution. Il est donc indispensable de prendre en compte les agendas de la République française, Dominion de l'OMS, et celui de l'UE, filiale du District of Columbia ou Washington DC. Rappelez-vous, la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de crise sanitaire dite obligation vaccinale. Rappelez-vous, le 15 septembre 2021 étendu au 15 octobre 2021 imposé par la loi du 5 août 2021. Rappelez-vous, le 9 septembre 2021, entrée en vigueur du règlement de l'Union européenne sur la liste des SBDU qui sera refondu ultérieurement et l'entrée au codem de la directrice compliance France Pfizer. Rappelez-vous. Conclusion. Messieurs les présidents et comparses, nous sommes le peuple souverain. Peu importe nos généalogies, peu importe nos couleurs de peau, nos lieux de vie, peu importe nos âges ou nos portefeuilles plus ou moins garnis, au-delà des églises, des synagogues, des mosquées ou tout autre lieu de prière, au-delà même de nos statuts sanitaires, nous sommes le peuple souverain, seul légitime. Nous n'irons pas au chaos que vous nous préparez, ni à la guerre civile, nous sommes déjà en état de guerre sanitaire, point trop n'en faut. Qu'ils se vêtissent de blouses blanches, de robes noires, d'uniformes, écrivent sur les tableaux noirs ou récoltent nos subsides, ils sont avant tout des femmes et des hommes du peuple. Vous les mécréants, les traîtres à la nation qui vouez votre père matrice, nous sommes la mère patrie. Terminez votre guerre, nous sommes vainqueurs et vous le savez. Annexe. Nous avons mis ici l'ensemble de nos travaux d'alerte. Nous les avons cette fois ici détaillés et inscrits dans l'ordre antéchronologique de mise en partage depuis mai 2022. Nous rappelons à toutes fins utiles que ces éléments ont toujours été remis en main propre auprès des gendarmes en version imprimée plus USB. Ces éléments n'incluent pas les plus de 2000 publications originales que nous avons réalisées via les réseaux sociaux, dont des décryptages divers, ni les annexes. Enfin, nous rappelons que nous avons opté pour des dossiers écrits au format académique, au téléchargement gratuit, mais que l'ensemble de nos travaux sont protégés par notre statut de lanceur d'alerte conformément à la législation. Par conséquent, comme pour toute personne ayant rédigé des mémoires ou ouvrages, nul ne peut communiquer dessus sans citer à minima les dossiers et leurs auteurs. Comme pour tous nos travaux d'alerte, cette lettre ouverte sera remise en gendarmerie, protégée et partagée par tous, à tous. Virginie Dornicoq, Jean-Pierre Coq. Conformément à la législation de protection des lanceurs d'alerte du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, notre statut est antérieur à la transposition de la directive de l'Union européenne 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, soit la loi
du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Cette loi dite Wasserman, votée à l'unanimité et entrée en vigueur le 1er septembre 2022, est à étudier scrupuleusement, notamment par les militaires, les avocats et les soignants. Dossier sommation affaire dit dossier 13 en partage depuis septembre 2022 qui démontre la préméditation et le fait que tous les produits dits Covid-19 sont des SBDU. Après lecture de ce préambule, voici ce que vous retrouverez dans les fameux dossiers des lanceurs d'alerte Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq. Premièrement, la prise en main du dossier Dropbox. Deuxièmement, le rapport provisoire de l'OPECT. Troisièmement, sommation affaire tome 1. Quatrièmement, sommation affaire tome 2. 5. Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique à la Sorbonne le 26 septembre 2017. 6. L'indicible France et l'indicible Allemagne. Document à part, retranscription intégrale du discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. Santé publique, bien commun, nanomédecine, la servitude érigée en raison d'État, en partage depuis mai 2022. Donc, septième dossier, dossier numéro 1. Une gouvernance mondialiste pour altérer jusqu'à l'âme humaine. Rien n'est caché, tout est public. Dossier numéro 2. Petit 8. L'information médicale, la bioéthique, les études cliniques, une stratégie de développement au détriment des sciences de la vie. Petit 9. Dossier numéro 3. La santé publique. Un dogme sanitaire et une aliénation de l'individu inclut le premier travail d'alerte dit dossier 0 sur l'exercice illégal de l'information médicale par les fonctionnaires d'éducation nationale en date du septembre 2021. Ensuite, une partie consacrée aux éléments dits de septologie, en partage depuis mai 2022. Donc petit 10, déclaration sur l'honneur. 11, lettres ouvertes aux immortels. 12, sortir la France du nouvel ordre mondial. 13, les 7 présidents de l'Apocalypse. Partie 1, l'exception française. 14, échec aux maths pour sortir de la matrice. Partie 2, de l'année 2000 à 2020. 21 ans pour installer la dictature mondiale scientiste. 15, mensonge et trahison. Partie 3, prendre sa revanche sur Marianne. 16, échec aux maths, sortir de la matrice. Partie 4, la ruche, le décryptage de l'idéal social franc-maçon. 17, dites-nous la vérité. Partie 5, de Junon, parèdre de Jupiter au siècle d'Orion. 18, dignité, équité, universalité, solidarité. Partie 6, le système jupitérien, les écarisseurs. Et enfin 19, échec aux maths, clap de fin. Partie 7, l'envers du décor, du nouvel ordre du monde, de la Genèse au nouvel ordre mondial 2.0. Je vous remercie.